dans les buts de l'Olympique de Marseille, Joseph-Antoine Bell. Libéraux, Jean-François Domergue. Forster comme stopper, le numéro 4. Regina, deuxième stopper. Sur le côté droit, Passy, avec le numéro 2. Qui chargera de Maurice vraisemblablement. Certainement. Milieu de terrain droit, Hérault. Milieu de terrain un peu à gauche, Pelé. Et complètement arrière gauche ou milieu gauche ou ailier gauche, comme vous le voulez, Tchouki Jean-Gini. Numéro 8, le populaire Giresse. Sur le côté droit, Diallo. Et avançant en pointe, Jean-Pierre Papin. Et les remplaçants, bien sûr, le jeune Coët qui sera suspendu la semaine prochaine, et Ali Bouafia. Le tout entraîné par Gérard Benitez. Lui est suspendu de bande touche ce soir. On va voir comment ça va se passer d'ailleurs parce qu'il a l'intention d'y aller. Pour les Chamois niortais, donc qui ont besoin de points et qui compteront beaucoup sur leur gardien Franck Merel qui vient de re-signer pour 4 ans à Niort. Le libéraux, c'est Bruno Steck, encore qu'il avait une petite douleur pendant l'échauffement. Arrière droit, et là on passe au tandem corse. Squaglia donc sera sur la droite et Tony Servetti sera stopper. Et l'arrière gauche, Éric Boucher, un ancien bordelais. Au milieu de terrain, l'étonnant Ribro, Jean-Paul Ribro, qui a 31 ans, joue sa première saison chez les pros. Gastien, Pascal Gastien, le capitaine convoité par beaucoup de clubs. Et sur le flanc gauche, Denis Bourdoncle, ancien bordelais également. Pierre Maurice, ancien nantais et libre, qui ne sait pas où il jouera la saison prochaine, est le meneur de jeu. Et en attaque, Tolo, prêté par Toulon, que convoite beaucoup de clubs, et Mario Relmi, ancien Rennais, ancien Limougeau. Les remplaçants, Azzedine Amanala, que vous aviez vu exceptionnel lors d'un Niort Saint-Etienne en début de saison, et Pascal Marini, l'ancien entraîneur de Brest. L'ancien attaquant de Brest. Et l'entraîneur est un ancien Stéphanois, comme il y en a pas mal dans le championnat de France, Patrick Parison. L'arbitre sera Robert Burs et ses deux assesseurs. Et je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions au Minitel aux joueurs et des questions portant sur la rencontre ou sur ce que vous voulez. Une question sera choisie et posée en direct en fin de match par Pierre Sled, et elle permettra de gagner un voyage jet tour pour 2 personnes en Sicile. Et vous pouvez aussi, si vous êtes possesseur de Minitel, participer en ce moment à un jeu qui concerne Michel Platini. Il y a une centaine de questions qui sont posées sur la carrière de Michel Platini. Lorsqu'on répond à 10 d'entre elles, il y a un classement. Ça permet d'avoir des places pour le jubilé Platini. Alors des places pour le jubilé Platini, je crois qu'on peut encore en trouver quelques-unes dans des agences SNCF, mais Michel, c'est pas facile du tout car vous avez des dizaines et des dizaines de milliers de demandes. Absolument. D'ailleurs, je vais essayer de faire ce concours sur le Minitel parce que j'ai des petits copains qui veulent venir. Et c'est vrai que c'est pas difficile de trouver des places, ben c'est formidable, voilà, je peux pas dire. Voilà, ce 23 mai sera une journée exceptionnelle que vous vivrez en direct sur Canal+, du matin jusqu'au soir, bien évidemment. C'est un des grands rendez-vous du mois de mai, alors que je vous rappelle qu'on en a un autre. C'est par exemple le 14 mai, la finale de la Cup en direct, pour la première fois depuis près de 20 ans à la télévision française. Finale de la Cup, Liverpool contre Wimbledon, ça sera commenté par Michel Platini et Pierre Sled. La veille, Michel Denisot et moi-même serons à Monaco pour Monaco-Nice. Et le lendemain, on aura une demi-finale de championnat de France de rugby. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de sport sur Canal et qu'il va y en avoir ce soir avec ce qu'on peut espérer être un très bon match de championnat entre Marseille, qui va jouer en blanc, et Niort, qui joue en bleu. Boucher. Sec. Taclé par Papin sur cette première balle. C'est très fréquent que Jean-Pierre Papin vienne tacler ses défenseurs dès le coup d'envoi. Oui, et il finit aussi à la 90e minute par tacler. Donc Jean-Pierre tacle du début à la fin, on le savait, et c'est ce qui fait sa grande force. Pierre Maurice à la lutte avec Franck Passy, qui confirme que Franck Passy sera chargé du marquage de Maurice. Belle, et vous découvrez le jeune héros. Diallo, c'est la charge
de remplacer Klaus Allofs, opéré du ménisque en Allemagne, ce qui n'a pas fait plaisir d'ailleurs à la direction technique de l'Olympique de Marseille. On aurait préféré qu'il attende la fin du championnat. Klaus Allofs, lui, a préféré le faire au plus vite. Parce qu'il doit quand même préparer les championnats d'Europe avec l'équipe d'Allemagne. Ça se comprend aussi. Si ça ne fait pas plaisir en France, ça fera plaisir aux Allemands. C'est un choix délicat pour tout le monde. Passy. Diallo. Diallo contré par Boucher. Avec Boucher qui aura fort à faire face au dribble de Diallo. Et premier ballon d'Alain Giresse. Hérault. Papin. Giresse encore. Passy et Hérault qui touchent beaucoup de ballons. Nostek qui joue donc avec un bandage à la cuisse. Et qui ouvre pour Mario Relmi. Très très longue balle. Et il y avait une petite explication entre Foster et Relmi. Monsieur Wurtz a laissé jouer. Demer qui joue donc libéraux derrière deux stoppeurs, Förster et le jeune Regina qu'on aura l'occasion de voir tout à l'heure dans la rencontre. Hérault par qui passe un maximum de ballons. Hérault que l'on appelle à Marseille le petit Gigi. Parce que peut-être aller vite en besogne. Oui, mais il touchera énormément de ballons puisque Bourdoncle s'occupe de Giresse, Pelé marque un individuel et Jean Gini aussi. Donc l'homme libre sera toujours Hérault et beaucoup de ballons passeront par lui. Oui, d'autant plus que Patrick Parison a dit que ce match se gagnerait au milieu du terrain, qu'il lui fallait absolument neutraliser et Giresse, et Pelé, et Gecchini, et qu'il allait donc renforcer considérablement son milieu de terrain. Faute de Förster sur Relmi, qui réclame déjà un carton pour son adversaire. La frappe du gauche de Maurice, vous la connaissez bien. Squaglia, Maurice. Bourdoncle. Oh, avec une bonne balle pour Maurice et Bell qui a bien anticipé. Ça fait 2 fois que la défense marseillaise se retrouve à 3 contre 3. Il faut dire que les automatismes ne sont plus tellement fréquents dans cette équipe, puisque Forster de milieu de terrain se retrouve stopper, Domergue derrière gauche se trouve libéraux, Regina est à tout nouveau, Hérault est à tout nouveau, et le milieu de terrain est composé par Passy et Jean Gini, qui est Passy revient aussi de blessure. Donc de gros problèmes défensifs en ce début de match pour l'OM. Pelé dont est en cours en ce moment un dossier de naturalisation qui pourrait faciliter la constitution de l'effectif marseillais la saison prochaine. Giresse. Eh oui, une main de Gastien. Giresse au deuxième poteau et tête de Gastien. Tolo qui avait des difficultés avec Passy, avec Regina. Didier Tolo, 6 buts cette saison, qui était prêté par Toulon et qui va signer un contrat de 2 ans avec les Chamois niortais. Si nos informations sont bonnes, en ce moment c'est pas tout à fait pas facile d'avoir des informations complètement sûres et confirmées au niveau des transferts. Enfin, celle-là doit être à peu près bonne. Regina, le voilà, le jeune Moïse Regina, 18 ans. Qui a de la marque. Passy, Diallo. Diallo qui n'a pas
assez touché, qui n'a pas passé Gastien. Bourdon. Steck. À Marseille, vu l'absence d'Allops, il manque quand même un attaquant de pointe et je pensais qu'Amélie Pelé jouerait devant, puisqu'il a les qualités pour jouer devant. Ben non, il joue au milieu, il joue même derrière, à part là qui a demandé le ballon. Et Giresse qui s'en va sur l'aile gauche. Au milieu de deux bleus et grosse faute sur Giresse. On va le voir, il pique le ballon au-dessus de la jambe gauche de Bourdon. Et une obstruction. Papin en force peut-être. Voilà. Papin, alors que l'on attendait un centre de Giresse, et bien Papin a choisi de frapper en force. Papin qui est à la recherche de son 18e but en championnat. Lui qui est le leader du classement des buteurs. Oui, soit il y avait l'extérieur du pied droit de Giresse pour un ballon au centre, soit une belle frappe de Jean-Pierre Papin, et vraiment il a frappé très très fort Jean-Pierre. Tête de Gastien. Steck contré par Papin. On va revoir Steck et Papin qui lui tente sa reprise de volée comme s'il n'y avait pas d'adversaire face à lui, mais il y avait Steck et la cuisse de Steck. Vous le revoyez bien sous cet angle-là aussi. Jean-Pierre Papin n'a pas vraiment arrêté sa frappe. Non, il n'a pas vu Steck venir, il regardait le ballon, Papin, et il a frappé très fort. D'ailleurs, il a été serré la main à Steck. Patrick Parison, et à côté de lui, monsieur Figari, président des Chamois Niortais. Monsieur Figari qui était un excellent coureur cycliste, un sprinter, il a même un jour battu Pierre Trentin à la Cipale. En fait, Pierre Trentin, je ne sais pas si tous ceux qui nous écoutent le connaissent encore, ça fait une dizaine d'années un petit peu, le temps passe vite. Tolo. Ce sera Passy, ce sera Hérault. Poursuivi par Maurice. Et interception de Bourdon qui va lancer Tolo encore, qui va obliger Bell à sortir. Papin qui va avoir affaire à Servetti. Regina. Vous avez entendu Demergue l'appeler Moïse. C'est son prénom. Demergue, Genghini. Et pour le moment, aucune des deux équipes ne réussit à garder la maîtrise du ballon. Non, beaucoup de marquages individuels de part et d'autre, c'est-à-dire peu d'espace au milieu de terrain, et ce sera forcément soit Steck d'un côté, soit Demergue de l'autre côté, qui devront aller au milieu de terrain, faire de la supériorité numérique, à part vraiment une passe comme celle-là de Alain Giresse qui peut mettre Pelé en bonne position. Mais ce sont vraiment que les bons joueurs qui peuvent faire la différence au niveau des passes. Pelé était en bonne position, mais Squaglia en a taclé autrement. Patrick Parison, le marquage à peu près en place maintenant au milieu de terrain. Il y a un rôle un peu spécifique que vous avez demandé à Pascal Gastien, c'est lequel? Oui, bon, pour simplifier les choses, je lui ai demandé d'être un petit peu le libéraux de nos milieux de terrain et d'intervenir là où le danger venait. Soit d'Amélie Pelé, soit de Giresse. D'Alain Giresse, etc., ou d'un défenseur, toujours prêt. Et on en a la démonstration sur cette action que vous avez vu, c'est Gastien qui est revenu au secours de ses défenseurs pour reprendre cette balle. Et c'est pour cela que Hérault sera toujours tout seul et c'est lui qui devra faire la différence pour l'OM. Puisqu'ils ont décidé de ne pas s'occuper de lui et de faire une sorte de libéraux milieu de terrain comme on a entendu. Giresse qui va pouvoir trouver Demergue, bien embusqué, frappe du gauche en force de Demergue. Et oui, il y avait le choix entre un centre bien brossé au deuxième poteau, une frappe brossée aussi dans l'outre-angle, une frappe en force. Regardez, on va revoir.
On va la voir là, Jean-François Domergue est vraiment arrêté quand il veut frapper. C'est très difficile dans les 18 mètres de marquer un but quand on est arrêté. La preuve, il a frappé de toutes ses forces et le ballon est monté au-dessus. Regardez encore là. À la place d'amener le ballon avec son pied, il s'arrête complètement, le ballon reste derrière et là il a vraiment plus la force ou la vision du jeu pour éventuellement regarder le gardien. Voilà, il s'est contenté d'un contrôle arrêté au lieu d'un contrôle orienté qui l'aurait emmené en pleine course. Papin, Diallo. Et encore un coup franc, sifflé par Monsieur Wurtz. C'est la 5e faute niortaise et cette fois-ci c'est un coup franc en bonne position pour être frappé par des droitiers genre Papin Giresse. Et Monsieur Wurtz a bien demandé à Alain Giresse d'attendre le coup de sifflet. Je crois que ça sera ou Jean-Pierre Papin fort sur le côté gauche de Merel ou Alain Giresse se brosser au-dessus du mur. Non, ça sera Alain. Giresse dans le mur, Forster dans le mur s'appelant Gastien. Et Tolo en contre. C'est pas malheureux sur cette passe-là. Pierre Maurice qui va chercher Mario Relmi. Et Domergue était bien revenu. Mario Relmi qui a marqué 4 buts cette saison, mais qui en deuxième division, en d'autres temps, avait fait régner la terreur. Attention, le revoilà, Mario Relmi, qui va pouvoir centrer, qui est contré par Förster. Je disais qu'il avait fait régner la terreur, car une saison en D2, il a marqué 23 buts avec Limoges, et la saison suivante, il avait marqué 23 buts encore avec Rennes. En première division, ça doit être plus difficile, car l'année dernière, il n'en a marqué que 8. Corner au premier poteau et Belle qu'il avait jugé peut-être un petit peu moins forte, un petit peu moins haute, mais qui a réussi à la claquer d'une main. Oui, comme tous les grands gardiens bons dans les sorties, Joseph-Antoine Belle sort quand les ballons sont hauts et pas assez forts. Et quand ils sont tendus, il évite de sortir. Et là, je crois qu'il a été emporté un peu par son élan. Il a voulu sortir, mais le ballon était fort, donc il a eu des problèmes sur la sortie. Giresse, Passy. Recherche de 1-2 et intervention du libéro du milieu de terrain, c'est-à-dire Gastien. Il n'y a pas grand monde avec lui. Et je crois que dans les attaques niortaises, on ne verra pas souvent grand monde. Hein. Beaucoup de monde devant. À moins d'être mené 1-0. Dans les duels et les comparaisons que suit notre équipe de statistiques, nous comparons aujourd'hui Giresse et Pelé dans le cadre des meneurs de jeu de l'Olympique de Marseille, alors qu'en fait on va s'apercevoir que ça sera 7 héros. Enfin, Giresse a touché 9 ballons et Pelé 8, et Giresse a gardé la balle 19 secondes et Pelé 11. Relmi, Gastien. Giresse. Pelé. Héros. Papin. Bon contrôle de Papin. Il protège sa balle énormément et qui aura le coup franc pour lui. Oui, c'est bien ce qu'a fait Jean-Pierre. Il s'améliore vraiment. Il est jeune, il peut progresser. Et là, il a fait un superbe contrôle orienté. Il a protégé le ballon, il a attendu qu'un de ses coéquipiers vienne. Je crois que c'est un signe d'un joueur qui commence à avoir de l'expérience. Et le voilà Papin, juste devant Franck Mérel. Sec, alors que Tolo a vraiment du souci à se faire avec Moïse Regina et ses 18 ans. On revoit regarder Papin qui a bien giclé dans le dos de la défense et Mérel qui avait bien anticipé. Tolo en gros plan. Robert Wurtz qui vous êtes. Très bien placé l'arbitre.
Servetis n'est jamais une partie de campagne. Hein. Impeccable comme tacle. Il a pris le ballon, il a été dur, très très bien. Attention, Alain, il n'est pas jeune hein, non plus, il faut pas aller trop fort. Demer qui veut aller chercher Papin très très loin. Papin qui échappe, l'avantage va lui être laissé. Il va rentrer pour frapper. Et cette fois-ci, il n'y avait pas faute sur lui. Non. Monsieur Wurzwili, vous savez qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur les pénaltys ou non-pénaltys consécutifs à des fautes ou des non-fautes sur Papin. Steck. Tolo. Et Niort à l'attaque avec Mario Relmi dans le dos de Forster, mais le centre était un peu trop long. Mais pour la première fois, il y avait 4 ou 5 bleus en attaque. Genghini, qui est marqué par Ribro. Ribro, le numéro 8, dont je vous ai encore pas beaucoup parlé depuis le début. Joueur étonnant qui a 31 ans, est un joueur promotionnel, a toujours un métier et à 8 heures tous les matins à la mairie de Niort où il fait de la saisie sur ordinateur. Voilà maintenant Tolo. Gastien, Relmi qui n'est pas en jeu. Crochet sur Domergue et frappe. Superbe frappe. Et très bonne relance de Joseph Antoine Bell pour Abedi Pelé. Alors que le public commence à se réveiller et à non pas à encourager l'OM, mais plutôt commence à le siffler et à le critiquer. Il faut dire aussi qu'il manque quand même du monde à l'OM, il manque à Lofts, donc il manque de la Montagne qui a fait sa rentrée en 3e division où l'Olympique de Marseille a battu Chalon-sur-Saône 3-2, ce qui est assez grave pour Chalon-sur-Saône mal classé. Il manque Ayache, il manque Leroux, il manque Levi. Genghini pour Papin, volée de Papin, formidable! Formidable but de Jean-Pierre Papin. Extraordinaire volée du meilleur buteur du championnat de France qui marque là son 18e but et surtout marque un but assez fabuleux. Formidable. Il disait Jean-Pierre Papin que le plus beau but qu'il avait jamais marqué était celui marqué d'une volée à Olmeta face au Matra Racing. Mais regardez sur cette ouverture de Bernard Genghini, une volée du pied extérieur sous la barre. Un but exceptionnel, Michel. Ah oui, l'ouverture est magnifique, mais le plus dur le fait Jean-Pierre Papin qui tente sa chance. Et il la prend bien du bout du pied, le ballon prend une trajectoire un peu floue et Merel qui faisait le pas en avant, on va le revoir là de devant, regardez bien Merel fait le pas en avant, il ne peut vraiment rien sur ce tir lobé et très fort de Jean-Pierre Papin. Mais on a bien fait de venir Charlie, hein, parce qu'un but comme ça, on pourrait même arrêter maintenant, on pourrait rentrer chez nous. Oui, effectivement. À lui tout seul, ça valait le déplacement. Regardez comme Papin se place bien par rapport au ballon, mais surtout, mais quelle audace il faut pour tenter une volée pareille. Elle est en plein milieu du but, avec une balle plongeante. Et c'est tellement surprenant pour le gardien que c'est quasiment imparable. Et c'est un but extraordinaire qu'on mettra dans la collection de la saison. Et bien voilà, au moment où le public marseillais commençait à siffler, Jean-Pierre Papin vient de mettre tous les siffleurs de son côté. Et du coup, l'OM est encouragé par ses 15 ou 20 000 supporters de ce soir. Et du coup, les Niortais, à place d'être 9 derrière, sont que 7 derrière. Et c'est plus facile pour les Marseillais d'attaquer. Le match va changer. Giresse qui a recherché dans l'axe Pelé, mais qui a trouvé Bourdoncle, Maurice. Qui joue long, très long, trop long et pas bien sur cette ouverture. Ah, quel beau but. Giresse, Genghini. Et Passy contré de justesse par Boucher. Gastien. Boucher, Servetti. Oh, avec une faute de Diallo qui n'est pas sifflée sur Rivero. Diallo qui part en contre. Il va aller dribbler, qui va entrer complètement à la surface et qui a centré d'une main Franck Merel. Et Monsieur Mur, c'était à 2 mètres de l'action, donc je ne sais pas si il s'est fait vraiment mal
Gastien, je ne crois pas qu'il y ait eu faute. Qui? Ribro. Voilà, il l'a pas touché. C'est la cheville alors que Diallo est reparti en compte. On le repassera ce ralenti tout à l'heure. On n'a pas l'impression qu'il a été touché. Pourtant, Ribro, on voit mal comment il a pu se faire ça tout seul sur cette action. C'est à la cheville. Et vous voyez, il se plaint. Voilà, on le revoit, Ribro. Diallo arrive derrière. Pour le moment, il y a peut-être contact, ça c'est fou, on a le ralenti, on n'arrive pas à juger complètement. Voilà, on va le remettre, Jean-Paul nous le fait revenir en arrière, ça serait là. On va aller en marche avant, jusque là tout va bien. Le pied arrière. Et là, il grimace, Ribro, comme si la pointe du pied de Pelé avait touché le tendon d'Achille, l'arrière de la cheville de Ribro. Mais Monsieur Wurtz est à 2 mètres de lui, juste la bonne position pour voir. Voyez, regardez Monsieur Wurtz, il est là, il voit bien de derrière là. Il a dû être touché parce qu'on voit quand même sa jambe qui fait un écart. En tout cas, il n'a pas fait de comédie, Ribro. Pas de genre, 31 ans et bien heureux d'être pro. Oh, à l'aube! Oh, que cette balle de Förster était difficile pour Franck Merel. Franck Merel qui a signé un contrat de 4 ans, donc, et qui ne fera pas partie de la valse des gardiens qui est annoncée en cette fin de saison. Et le public scande le nom de Förster. Il n'aimerait pas le voir partir. Karl-Heinz Förster. Et pourtant, Förster sera très vraisemblablement à Neuchâtel la saison prochaine. Et Tolo sera très certainement en jeu sur cette action. Il a été. Patrick Parison, on va revenir sur ce but de Papin. Quand on prend un but comme ça, que peut-on dire, un but aussi magnifique? Oui, effectivement, disons que le but est très beau, mais enfin, bon, je pense qu'au départ, quand même, il y a une erreur de marquage, notamment au niveau du milieu du terrain, qui permet à Gianghini, je crois, d'effectuer une passe transversale, et puis également une faute au niveau du marquage, Tony, qui laisse partir Jean-Pierre Papin dans son dos. Eh oui, mais les buts sont toujours le résultat de faute. Il y a toujours une erreur dans un but. Förster là ne fait pas d'erreur. Demerck fait une relance moyenne, lui. Et Passy une relance carrément mauvaise. Mais voilà, amorti de Pelé, ça s'améliore sur le plan technique. Ça c'est moyen bien de la part de Denis Bourdon. Regardez l'amorti de Pelé. Voilà. En douceur. Quel régal. Et bien pour faire cela, c'est amorti, il en faut des heures et des heures et des heures d'entraînement. Pendant ce temps-là, épisode du duel Diallo-Boucher. Et nouveau coup franc pour l'OM. C'est le 9e. Les deux Gigi côte à côte. Le vrai, peut-être le futur. Oh, avec encore une balle que a bien failli récupérer Jean-Pierre Papin, alors que M. Wurtz s'intéressait lui au duel Förster-Relmi. Et ça n'allait pas très très bien. Regardez, tacle de Servetti vraiment à l'ultime moment. Giresse pour Förster. Superbe tête de Förster, repoussée du point par Merel. Il y a du souci en ce moment. Regina, sans risque. Il faudrait pour les Niortais qu'ils puissent, leurs deux attaquants, Tolo et Relmi, quand il y a des balles comme ça en profondeur, le garder la balle. Il faudrait que le petit Tolo, là, quand il a sous le ballon, qu'il puisse la contrôler, attendre que sa défense vienne. Parce que sinon, s'il le perd tout de suite, la défense va toujours subir le match, ils ne pourront pas s'organiser. Là, je parle au footballeur. D'autant plus que l'OM, pour le moment, a pris vraiment la direction de la rencontre. Et la maîtrise du ballon, en tous les cas, c'est très net.
9 minutes 15 secondes de possession du ballon pour les Marseillais. 5 minutes 11 seulement pour les Chamois niortais. Giresse. Oh, centre tendu pour Diallo. Alain avait levé la tête, il avait vu Diallo partir au premier poteau et il fallait la mettre très fort pour essayer d'éviter la tête de Steck, mais il était bien placé. C'était très difficile de le mettre entre Steck et Scalia. Toujours Giresse au corner. Et comme toujours, Steck de la tête. Passy, alors que personne n'est signalé hors jeu, en tous les cas pas Diallo qui rentre et qui frappe à terre, et la balle qui frôle le but de Franck Merel. En tous les cas, depuis ce but, le match a complètement changé et il devient très très intéressant. Oui, le tir de Diallo a été touché au passage, je crois, par Pelé. C'est pour ça qu'il est venu tout près du poteau. Voilà Diallo qui fixe bien le défenseur et qui va revenir par l'extérieur du Pedro au centre. Et vous voyez Pelé qui part au... Il n'a peut-être pas touché. Non, mais il a embarqué la défense en tous les cas. Complètement. Diallo Boucher, c'était sur l'aile droite tout à l'heure, c'est passé sur l'aile gauche maintenant, mais le Niortais reste en défense individuelle. Pelé, Diallo. Giresse, 1-2 avec Diallo, la balle un peu longue, il est obligé de revenir sur lui-même. Et centre tout de même. Et oui, Niort qui ne garde pas le ballon et qui, effectivement, comme le disait Michel, expose sa défense sans cesse. Regina, lui, ne s'expose pas, mais il a 18 ans. Il a été titulaire contre Brest et titulaire contre Lens seulement. C'est son 3e match titulaire. Nous ne l'en demandons pas trop. Mario Relmi qui échappe à Domergue, qui est à la lutte avec Papin qui est revenu là. Penalty. Et non, Papin qui a bien failli faire une faute dans la surface. Oui, Jean-Pierre qui n'est pas défenseur et il y a des moments où il vaut mieux pas, surtout quand l'attaquant est retourné, qui ne risque rien en fin de compte, il ne faut pas faire de faute comme cela. Diallo qui a bien évité Bourdon. Bravo. Et on n'est pas content de l'arbitrage sur le banc de Niort. Oh, et Pelé en pleine course. Papin, Genghini. Contré par Gastien. Et on perd tout de suite le ballon du côté de Niort. Et une main de Bourdoncle. Alors que les Niortais croyaient au hors-jeu. Ribro qui n'est pas content. C'est Jean-Pierre Papin qui va certainement tirer, soit touché par Giresse. Contré par le mur et par Gastien. Qu'on retrouve à la lutte avec Forster. On va essayer de poser le jeu du côté des Bleus, mais on n'y arrive absolument pas. Alors que Ribro a bien des soucis avec Monsieur Wurth, tellement de soucis que le voilà qui écope d'un avertissement pour cette faute sur Foster. Et souvenez-vous, c'était lui, Ribro, qui venait d'avoir des mots avec Monsieur Wurth sur le coup franc précédent. Alors c'est ces petits agacements, les uns après les autres, qui font qu'il prend son carton. Diallo, taclé par Boucher, et qui aura la touche.
Voilà, le Gastien qui se dit qu'un petit peu de calme dans son équipe ne ferait pas de mal. Après une demi-heure de jeu, donc Niort menait 1-0. Alors que vous voyez Ribro, Jean-Paul Ribro, formé au club qui a joué en promotion de ligue, même avec Niort. Alors que voilà encore une bonne balle sur laquelle Bell sort, fait une talonnade osée pour Domergue. Superbe pour nous, pour le spectacle, et qui a dû quand même faire quelques frissons à Tapie, notamment à Bernard Tapie et à Gérard Banise. Et Förster aurait mis cette fois-ci, le coup franc sera pour les Niortais. Si Niort arrive à porter le ballon dans les 30 mètres marseillais, ils vont mettre en difficulté la défense marseillaise. La nouvelle défense marseillaise. On va chercher le pied gauche de Pierre Maurice. Monte-toi à côté du mur. À côté du mur, Patrice. Le voilà en force au-dessus. Et vous avez vu que Saint-Michel, vous pouvez nous expliquer comment se fait-il qu'à ce niveau, c'est du très très haut niveau, des gardiens comme Merel ou des gardiens comme Bell ne réussissent pas à placer un mur. Nous sommes en première division au championnat de France professionnel, situation qui se produit 15 fois par match et qu'à chaque fois pour placer le mur, c'est un énorme problème pour le gardien. On dirait que les défenseurs ne les écoutent pas. Et il faudrait qu'il y ait un joueur, celui qui fait le pivot, c'est-à-dire celui qui est vraiment sur le côté fermé du coup franc, qui se retourne et qui l'écoute Bell, et que ce soit lui qui en fin de compte le dise au mur, poussez-vous, mettez-vous à gauche, et que ce soit celui-là qui commande. Peut-être que les joueurs n'écoutent pas, chacun regarde le ballon, ils essayent de regarder s'il ne joue pas tout de suite à deux, c'est très difficile. Il faut qu'il y ait un discours, une discussion entre le pivot et le gardien. Et c'était toujours le pivot la Juventus. Ah, c'est vous qui preniez l'alignement du mur. Ah, complètement, oui, bien sûr, parce que j'étais toujours dans le côté fermé, comme ça je ne prenais pas le ballon en fait quoi. Domergue. Parce que celui qui est le plus dangereux, c'est celui qui sort toujours sur le porteur du ballon. Ah, ça, il le prend toujours. C'est Papin qui a été longtemps incertain, qui apparemment se ressent pas. Vous vous souvenez, il avait eu une entorse à la cheville contre Ajax. Il avait pris un coup en entraînement dans un choc avec Lovitz, et du coup le pauvre Lovitz lui avait eu une élongation à la cuisse et complètement forfait, et Papin lui ne devait pas jouer aujourd'hui. Finalement il a passé une radio et il a décidé de tenir sa place, et pour le moment l'OM n'a qu'à s'en féliciter, car je vous rappelle, c'est lui qui à la 20e minute a marqué le premier et seul but de la rencontre. C'est un but qui en vaut bien 2 ou 3 sur le plan de la qualité, mais qu'en vaut qu'un sur le plan du score. Et au classement des buteurs aussi. Héros. Girez. Ah, toujours les fameux petits crochets courts de Girez, mais le centre aussi était court. Faute de Regina. Regina qui avait joué en Coupe d'Europe, là vous allez le voir faire une faute, voilà c'est fait. Il a joué, là c'était Diallo, le voilà Regina, il a joué en Coupe d'Europe, il est rentré à Ajax en deuxième mi-temps et il a marqué tout simplement Vanchi. Bonne position de contre des Marseillais avec Hérault, avec Papin. On a crié à nous un peu vite car la balle n'était pas sortie du côté de Niort. Et voilà Hérault qui peut relancer Diallo dans la surface. Attention, ces dribbles sont dangereux. Oh, superbe dribble, frappe poteau. Quelle belle action de Diallo encore. À la Magnusson. Ah, des petits dribbles courts avec les deux surfaces du pied, intérieur-extérieur. Un régal. Alors, détaillerons ces trois dribbles. Peut-être. Pour le moment, gros plan sur Papin. On les a certainement d'un angle, mais on va
voir lequel tout à l'heure, car pour le moment le ballon est toujours en jeu. Et ne ratons pas peut-être ce contre de Tolo. Non, relance de Forster. Pour Diallo encore, pour Papin. Il y a Giresse, mais qui préfère chercher Pelé. Pelé seul qui frappe en force juste au-dessus de la barre. Ah, cette équipe marseillaise fait de très bonnes choses en attaque. Et comme vous le disiez, Michel, tout à l'heure, c'est grâce à ses individualités. Michel Hidalgo, le fait d'avoir mis un joli but, ça transforme une équipe, ça lui donne confiance. Oui, on ne joue bien au football que si on tire au but, et surtout quand on marque, c'est un tir fantastique, c'est un joli but, et on peut s'apercevoir qu'il risque maintenant. Important dans un match, c'est pas qu'il y ait une, deux ou trois attaques et qu'elles se concrétisent parce que ça serait trop beau, mais c'est qu'il y ait une succession de vagues, de mouvements, et c'est ce qu'on voit depuis quelque temps avec des occasions de but. Et on vient de voir aussi le retour d'Abedi Pelé. Abedi Pelé qui n'est peut-être pas l'attaquant d'exception que l'on avait cru il y a un an, mais qui est peut-être un très très bon milieu plus défensif qu'il n'y paraît. Oui. Maurice. Laissez pas jouer. Gastien qui a trouvé Domergue. Bastien qui a trouvé Giresse. Et Steck qui va trouver Joseph-Antoine Bell. À coup sûr plus haut que tout le monde. Joseph-Antoine Bell, dont vous avez certainement lu des déclarations ces derniers temps, qui est tout à fait opposé à cette nouvelle réglementation qui fera peut-être que 4 joueurs non sélectionnables en équipe de France seront seulement autorisés dans les clubs, c'est-à-dire nouvelle réglementation UEFA qui condamnera beaucoup de joueurs africains jouant en France et qui condamnera aussi beaucoup de joueurs en Grande-Bretagne. Oui, Michel. Oui, quand on sait qu'il y a dans l'équipe de Liverpool 2 joueurs anglais, il va falloir que l'équipe de Liverpool refasse complètement toute une équipe. Et oui, car là-bas, il y a le problème des Écossais, des Gallois, des Irlandais. Et voilà Pierre Maurice et son pied gauche qui a cherché Tolo au premier poteau et qui a trouvé Karl-Heinz Forster. Vraiment le défenseur de très très haute qualité cette saison. Regardez ce but, les gars, hein. Regardez ce but. Ah ben oui. Derrière moi. La défense est placée, le corner est tiré et c'est Papin qui le repousse encore. Diallo avec un peu d'avance sur Boucher. Il n'en a plus. Il a voulu chercher Papin, mais mésentente totale entre les deux attaques. Oui, Papin avait vu que le libéro avait coupé, il s'est enfoncé en profondeur. Diallo ne l'a pas vu et au moment où il s'arrête, Diallo lui met le ballon avec un peu de retard. Voilà. Diallo pris par Boucher. Et Boucher pris par Diallo. Même problème, arrêter, c'est très difficile de dribbler un adversaire. Tout à l'heure, Diallo était en mouvement, Poussé est arrêté, il a eu la difficulté de... Ah, très bon, 1-2 qui place Steck en position de tir. Bruno Steck qui avait marqué un but à Cannes cette saison. Mais qui là ne marquera pas son deuxième but. Alain Giresse qui va chercher Abedi Pelé, loin sur la gauche. Quelle belle ouverture encore. Abedi Pelé en tête à tête. Et tout le public qui voudrait le voir dribbler 2, 3 ou 4 défenseurs comme on lui avait annoncé Pelé. Et en fait, je crois que c'est bien un autre joueur qui est là avec une bonne technique mais un gros volume de jeu défensif que ce Pelé. Il ne faudra pas sans arrêt vouloir lui demander d'être un dribbleur comme l'était le vrai. Oui, je crois qu'il a surtout d'énormes qualités physiques. Il sait bien jouer au ballon. Je ne pense pas que ça soit le meneur de jeu qu'on attend dans une équipe parce que ce n'est pas ça, le joueur qui fera la passe décisive ou qui sera le patron sur un terrain, mais il a des qualités exceptionnelles qui peut être un complément parfait, soit un faux ailier, soit un deuxième avant-centre, mais plutôt quand même un joueur un peu de repli, un peu en défense. Il peut éventuellement faire très bien le boulot que faisait Jean Tigana ou Luis Fernandez en équipe de France, c'est-à-dire des joueurs très forts techniquement mais qui ont un autre registre. On prend du
champ du côté de Marseille. Mais Domergue, lui, est un joueur qui joue souvent long. Maurice. Domergue bien placé. Genghini a du mal à se sortir de Bourdon. Domergue. Là, Fabrice, tout de suite. Ils jouent un peu facile les Marseillais, mais devraient se souvenir qu'ils mènent que 1-0 quand même. À 4 minutes de la fin de la première mi-temps. Voilà. Giresse pris par Maurice. Relmi. Et vous savez pourquoi Giresse a perdu ce ballon? Parce qu'il avait Hérault devant lui à 3 mètres qui lui a pas dit qu'il était attaqué par derrière. Et Relmi pendant ce temps-là qui file sur la droite et qui est contré par Domergue. Giresse. Papin, Hérault. Et Bruno Steck qui sort de sa position de libéraux, qui va chercher Relmi. Ah oui. Et qu'il a été trompé par la position hors jeu de Tolo, mais pendant ce temps-là, Regina et Förster sont entrés en collision. Förster qui visiblement souffre du genou. Tu regardes à fond. Et c'est reparti à la mi-temps. Marcel Prévost, le kiné de Marseille, ou Jean Dubil, médecin, lui font du bien. Et voilà le kiné. À côté de Michel Hidalgo, Gérard Banine n'est pas là, je vous l'ai dit, il est suspendu pour avoir eu des propos désagréables envers M. Pouillet après le match d'Auxerre. Il est suspendu jusqu'à envoi d'un rapport que Gérard Banine n'envoie pas d'ailleurs. Bourdon. Une balle qui va filer peut-être pour Servetti. Domergue à la lutte avec Tolo. Et Domergue contré par Gastien, mais il n'y a pas beaucoup de bleu au centre. Il n'y en a pas un. Oui. J'étais généreux. Il n'y en avait pas un. C'est pour ça qu'il n'a pas essayé de centrer, il avait regardé au centre ce qui se passait. Pascal Gastien, que vous avez en gros plan, est convoité par l'Olympique de Marseille. Mais M. Figari, le président de Niort, nous a assuré que Gastien avait re-signé à Niort. Son premier contrat pro d'ailleurs. Oh, superbe centre et superbe action de Bourdon. Denis Bourdon, un ancien Bordelais. Le Parisien voulait depuis longtemps avoir dans son équipe. Le pied gauche de Maurice. Et ça, les balles que Joseph-Antoine Bell adore. Des balles lentes et hautes sur lesquelles on a le temps de sortir et d'aller bloquer son ballon. Et Diallo accroché par Ribro, mais qui ne garde pas son calme. Il est toujours très nerveux, Diallo. C'est vraiment dommage car il a des qualités de footballeur au-dessus de la moyenne. En Italie, c'est systématique. Faute de réaction, comme vient de faire Diallo, expulsé. Même s'il est un peu énervé. Je ne peux pas faire plus que de siffler, Giresse. Celui-là, je siffle, il n'a pas le droit de manger. Et entendu cette réaction de Robert Burks qui expliquait qu'il était là à 50 cm, qu'il avait sifflé, que Diallo n'avait donc aucune réaction, aucune raison d'avoir une réaction, comme vous le disiez. Et M. Wurtz, vous verrez, si on en a un plan maintenant, par exemple Jean-Paul, M. Wurtz ira voir Diallo certainement pour lui reparler encore à la pointe de l'attaque.
Voilà, Robert Wurtz continue à parler à Abdou Diallo pour lui expliquer le pourquoi de sa réaction et l'inutilité de la réaction de Diallo surtout. Maurice. Voilà, je ne vous apprendrai pas que c'est la mi-temps. Vous l'avez vu et entendu. Mi-temps donc que Marseille atteint avec un but d'avance, un seul but peut-on dire, mais en tous les cas un but absolument extraordinaire. But de Jean-Pierre Papin, alors que Robert Wurtz lui a récupéré son ballon. Et que Pierre Sled a récupéré Jean-Pierre Papin peut-être. Voilà, qui est en train de discuter avec Servetti. De quoi vous parlez là? Souvenir de match aller. D'accord. Un but merveilleux, Jean-Pierre, avec un geste technique parfait. On parlait tout à l'heure du plus beau but, celui-là c'est pas mal non plus. Exactement, on parlait du but du Racing, je pense que bon, c'est un peu le même genre. Et puis bon, j'ai tenté le coup quand elle est venue parce que j'ai repensé exactement au même but que tout à l'heure. Et ça m'a réussi encore une fois. On peut dire que sur un coup comme ça, il y a quand même une grosse part de chance. Mais oui, mais qui ne tente rien n'a rien. Et bon, c'est un but d'anthologie. Et bon, je le garde bien précieusement dans ma tête celui-là. Ça c'est la philosophie Papin, de tout tenter. Exactement, tant que ça me réussit, je tente. Bon, ça va dedans, ça va pas dedans. Mais enfin, c'est essayé quand même. Merci Jean-Pierre. En tout cas là c'est allé dedans et bien dedans. Et bien dedans, hein, ça. Voilà, on rentre au vestiaire. Michel Hidalgo est à côté de Patrick Parison. Patrick Parison, plus songeur. On ne peut pas faire jouer indéfiniment un joueur 5 ans quand il n'est pas content. Puis d'un autre côté, s'il y a un contrat, il faut que les deux parties soient contentes de pouvoir respecter. Moi, à Francescoli, c'est sûr que si on me donnait l'ombre d'une opportunité d'ouverture, je mettrais le pied dans la porte, je ne lâcherais plus jusqu'à temps que... Mais pour l'instant, c'est complètement utopique. Est-ce que Lagardère peut se permettre de perdre Francescoli s'il veut être européen? Mais la question, elle n'est pas comme ça. C'est est-ce qu'il peut être européen avec Francescoli dans l'état où il est? La vraie question, c'est qu'est-ce que ça peut faire? Je veux dire, moi, je veux bien jouer avec tous les meilleurs du monde. Si c'est pour être 5e, je m'en fous. Je préfère être comme Montpellier, qui pour l'instant a le même nombre de points que moi, avec des joueurs qui, apparemment, sur le papier, valent moins cher. Ça veut strictement rien dire. Hein. Ça reprenne, Bernard, juste deux petites questions complètement en dehors, comme ça. Presque pour vous embêter, mais parce qu'elle intéresse beaucoup des gens qui sont autour de moi. Bernard Tapie, maire de Marseille, c'est quelque chose possible? Non, apparemment non. Apparemment, ça veut dire quoi apparemment? Apparemment, parce que quand vous me posez la question, je suis dans un état d'esprit, dans un environnement, avec un métier, des objectifs, des plaisirs qui ne correspondent pas du tout à ça. Donc c'est non. Maintenant, dans 5 ans, dans 18 ans, dans 35 ans, je ne sais pas ce que je ferai, mais je suis dans un état d'esprit qui me permet de vous dire non. Voilà. Et Bernard Tapie avec des responsabilités gouvernementales, c'est possible? Quand? À bientôt. Il faudrait que déjà on me le demande. Ce qui est pas fait. On ne vous l'a pas demandé? Non. On vous l'a pas demandé. Il y a une rumeur qui court. On vous l'a pas demandé. Non. En plus, si on me demandait d'être ministre des Sports ou de la jeunesse et des sports, je pense que je ne ferais pas parce que je ne saurais pas faire. Et puis il faut des gens qui s'entendent bien avec la Ligue. Allez, on repart dans le match. Salut. Hein. On repart dans le match. Merci Bernard. On repart avec une équipe de Niort qui a donc un but de retard sur, et quel but, sur cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et que pendant la mi-temps, on a donc parlé de choses et d'autres avec Bernard Tapie, avec Eric Cantona. On en a appris un petit peu plus. C'est Patrick Parison, lui, en a profité peut-être pour changer un petit peu son système de jeu. Pour prendre un peu plus de risques, mais il faut déjà contenir l'attaque marseillaise, ce qui n'est pas si facile quand elle est animée par un excellent Alain Giresse. Il joue peut-être ce soir son dernier match télévisé. Et regardez encore un bon centre. Servetti, Pelé, Tolo. C'est peut-être son dernier match télévisé à Alain Giresse, mais nous ne savons pas car nous avons encore deux dernières journées programmées sur Canal+, et pourquoi pas un Montpellier-Marseille pour une place européenne le dernier jour en différé. Ça, c'est un programme possible. Charles? Oui. Oui, avec Patrick Parison, vous êtes mené 1-0 à la mi-temps. Alors, comment réajuster le tir en deuxième mi-temps? Je vais demander deux choses. C'est d'abord qu'on essaie de les prendre un petit peu plus haut, qu'on ne l'a pas fait. Et surtout qu'on essaie de garder le ballon
qu'on évite de le perdre comme on a pu le perdre en première mi-temps. Et surtout de les prendre plus haut parce que de manière à ce qu'on ait moins d'efforts à faire après de moins longue distance, disons, pour venir apporter le danger sur le but marseillais. Voilà, mais si on est plus haut, il faut revenir de plus loin et revenir à la poursuite de Giresse qui vient de servir Genghidi et bon retour de Bourdon. Alors que j'ai le plaisir de vous annoncer que le tennis que vous verrez en direct demain de Nîmes, commenté par Frédéric Chevy, eh bien la finale du tournoi de Nîmes opposera Pat Cash à Yannick Noah. Ce sera donc sur Canal demain. Faisons pas souvent du tennis, mais là c'est bien, c'est un bon match. Aux environs de 16h30, quelque chose comme ça. Héros. Giresse. Avec un bon appel de balle de Pelé, la balle sera un peu longue, non, mais elle sera contrée par un Niortais. Et je vous rappelle qu'à partir de maintenant, vous pouvez donner une note à cette rencontre. Vous savez que les meilleures notes sont détenues depuis le début de la saison par l'équipe Espoir, alors qu'il y a un Niortais qui semble s'être fait très très mal. Celui qui vient contrer, c'est Gastien qui est venu contrer Abedi Pelé. Voilà, qui souffre énormément de la jambe gauche. Et vous voyez tout de suite, jambe cassée, c'est quasiment évident que la jambe est cassée. Je suis maudit. Ça y est, bouge pas. C'est bon, Ah, vous savez, quand tous les joueurs viennent se précipiter sur un joueur comme ça immédiatement. Tu réduis, tu respires fort, maintenant tu ne bouges plus, et tu contractes plus. Laisse qu'elle reparte. Le docteur Duby a déjà réduit un peu la fracture de la cheville. Une fracture effectivement, puisque le médecin est en train de lui remettre la cheville le plus en place possible. Mais apparemment c'est pas une fracture ouverte. Oh merde. Mais la couverture. Je sais rien. Non, décontracte-toi. Voilà, relâche ta jambe. Étends ta jambe. Décontracte-toi bien. On va l'accompagner comme ça. Décontraction. Allez. La solidarité des joueurs marseillais, vous avez vu Papin qui demandait au public d'applaudir Pascal Gastien, car Michel, il y a toujours une formidable solidarité entre les joueurs quand il y en a un qui a une blessure comme ça. Oui, bien sûr, je pense que chaque équipe veut gagner, mais dès qu'il y a des problèmes graves, je pense que tous les joueurs sont solidaires, ils savent que c'est un métier précaire. Et vous parliez de Gastien à Marseille, et ben, s'il a une fracture, ben, je pense qu'il a peut-être perdu l'occasion sur ce malheureux coup du sort, peut-être de réaliser son rêve. Et c'est vrai, vous savez que la carrière d'un footballeur professionnel dure en moyenne 5 ans et quelques mois. Donc c'est une carrière très très précaire et là bon, on souhaite de revenir le plus vite possible sur le terrain de football. Voilà, regardez, il vient contrer Pelé. Là il perd l'équilibre et c'est en tombant au sol là qu'il se fracture. C'est l'heure de la chute. Mais des fois, il vaut mieux peut-être avoir une petite fracture de la cheville qu'une très très grosse entorse où c'est beaucoup plus difficile de revenir sur le terrain. Mais ça fait mal une fracture. Voilà, et ça nous casse le plaisir qu'on avait jusque-là. Corner de Giresse. Pelé à la lutte avec Bourdon, et encore Pelé qui a réussi un centre assez étonnant. Il a vraiment des moyens physiques au-dessus de la moyenne, que cet Abedi Pelé. Voilà,
Et pour nous, comme pour vous, il va falloir nous remettre tous des images de la souffrance de Pascal Gatien, qui est à Niort depuis 1982, qui avait fait toute la montée avec le club. Il l'avait pris en division 4 et qui ne rejouera à coup sûr pas cette saison. Il a été remplacé d'ailleurs par Azzedine Amanala dans le jeu. Que là, M. Wurtz a sifflé la faute de Servetti et que Bruno Steck n'est pas content. Qui est nette quand même la faute. Je vois pas pourquoi on vient râler sur une faute comme celle-ci. C'est-à-dire que du côté de Niort, on va être un petit peu énervé et touché par la blessure de son capitaine. Bien sûr, mais monsieur l'arbitre, monsieur Wurtz en l'occurrence, doit faire son boulot. Il le fait très bien jusqu'à maintenant. Il faut continuer, il ne faut pas énerver davantage le jeu, il faut se calmer. Giresse belé du bout du pied. Il était encore un peu libre de tout marquage. Voilà un centre bien tendu d'Alain Giresse, très fort. Le ballon prend un peu de hauteur. Un petit contact au milieu des 18 mètres entre Forster et Steck. Et c'est finalement Abedi Pelé qui arrive un peu trop en retard sur le ballon. Mais il aurait été vraiment, ça aurait été vraiment difficile de ramener le ballon en jeu, éventuellement de tirer. On revient devant le but de Joseph-Antoine Bell. On y retrouve Squaglia du bout du pied contre de Domergue. Cette fois-ci, c'est Franck Passy qui s'est fait mal. Alors que dans les vestiaires, on est toujours avec Pascal Gatien, qui a retrouvé un meilleur visage, car la douleur subite que l'on a lors d'une fracture n'est heureusement pas trop longue, mais elle est violente sur le coup. Et encore, il faut savoir si c'est une fracture, il faudra qu'il aille demain dans une clinique et faire des radios enfin. Cette fois-ci, c'est Passy qui est touché. En fin de saison, les joueurs sont plus souvent blessés. Non? Ah oui, parce qu'ils sont beaucoup plus fatigués, l'organisme ne répond plus tellement bien. Pourtant, Passy a quand même fait très peu de matchs cette saison, il devrait être en pleine forme. Et oui, il s'est fait mal, c'est dans un choc avec Squaglia. Voilà, c'est là le pied ensuite. Deuxième mi-temps qui démarre mal. Oui, ça fait 10 minutes que l'on joue et pratiquement, bon bref, on aurait joué 2-3 minutes. Beaucoup de coups durs et un corner sur le but marseillais. Maurice. Oh, balle très mal repoussée. Et voilà Amanala, que vous n'avez pas encore vu, qui est un très bon technicien, qui va obtenir le corner face à Papa. Azzedine Amanala, qui a déjà marqué 3 buts, qui est international marocain, 21 sélections. Il était même à la dernière Coupe du Monde, mais il n'est jamais entré en jeu. Allez les gars, jouez. Alors que toute l'équipe marseillaise est dans ses 18 mètres, sauf Alain Giresse qui est en pointe. Et toujours Papa en premier poteau. Elle est longue. Et Joseph-Antoine Bell s'est repris à 2 fois. Vous voyez, il avait relâché, repris immédiatement. Il a lâché quoi, un dixième de seconde. Pelé. Avec une faute de Maurice, et cette fois-ci, c'est Pelé qui reste au sol. Voilà, il essaye de couper la course de Maurice pour éventuellement avoir une faute à son avantage.
l'attaquant qui coupe la course du défenseur est le roi au milieu de terrain au 18 mètres. Il faut dire que dans 18 mètres, il prendra pas de coup, au milieu de terrain, il en prendra. Giresse, Passy. Une 2 avec Papin et M. Wurst ne siffle pas. Ce qui était peut-être une faute de Servetti. Et la balle revient au Niortais. Contre de Forster. Papin. Genghini qui a failli porter l'estocade à Robert Wurtz. Diallo et toujours ses dribbles. Giresse qui retrouve Diallo, qui dribble encore, qui vient se heurter à Steck. Et c'est Robert Wurtz a sifflé. Il a sifflé coup franc indirect et c'est logique, c'est très bien, il n'y a pas penalty, voilà. Obstruction de Bruno Steck. Obstruction et c'est logique, tout le monde râle, il voudrait un penalty, mais il n'y a pas faute intentionnelle, enfin c'est obstruction quoi. Il y a une obstruction qui vaut un coup franc indirect, voilà. C'est la loi. Regardez, Steck ne joue plus le ballon, mais se met en obstruction exactement entre le ballon et l'attaquant marseillais. Il va donc falloir tirer un coup franc indirect dans la surface, ce qui est assez rare. Mais ce qui est toujours assez compliqué parce qu'il faut mettre le mur à distance, il faut que tout le monde se taise. C'est obstruction. Et c'est vraiment rare de marquer un but sur coup franc indirect dans les 18 mètres. Ah, les Anglais l'ont fait en Yougoslavie cette saison. Barnes. Oui. On reverra avec Liverpool le samedi 14 mai en direct sur Canal. Ne l'oubliez pas. Il y a Giresse, il y a Genghini et Domergue. Genghini dans le mur, volet manqué, Papin et Steck avec sang-froid alors que Diallo, une fois de plus, est au centre de la mêlée, qu'il va y avoir une mêlée, que Robert Wurtz est en train de sortir les cartons. Et c'est Gigi qui fait la loi au milieu. Voilà, et Mario Relmi aussi qui est venu dire son mot et c'est Diallo qui va prendre un carton tout à fait mérité quand vous allez voir ensuite comme il va venir se précipiter sur Steck. Regardez, volet manqué de Diallo, volet de Papin, Steck qui contrôle la balle pour Merel qui va aller la récupérer là et Diallo ne s'arrête pas et vient au contact avec les Bleus et apparemment ça ne plaît pas aux Bleus car regardez, les voilà tous. Et Robert Wurtz est déjà là, son carton à la main. La volée manquée, on l'a vu. La volée à moitié réussie, on la revoit. Steck avec pas mal de sang-froid et qui est obligé d'attendre que Merel se relève. Et là, Diallo va surgir avec le pied assez dangereux pour Merel. Et ensuite, il avait poussé sur Steck. On ne reprochera pas à Robert Wurtz d'avoir mis ce carton à Diallo qui s'était déjà signalé 2-3 fois depuis le début de la rencontre. Domergue, et là le ton est vraiment monté. Oui, on a dû... Peut-être revient-il à la surface le contentieux du match aller, car souvenez-vous, au match aller, l'Olympique de Marseille avait joué seulement 48 heures après son match de Coupe d'Europe face à Niort, qui avait refusé de décaler son match du samedi au dimanche comme le règlement lui autorisait, parce que c'était l'Olympique de Marseille qui avait choisi de jouer en Coupe d'Europe le jeudi et non pas le mercredi pour des raisons financières et télévisuelles. Et ça s'était relativement mal passé. Et contre de Ribro, accroché, bien accroché par Hérault. Il y a beaucoup de fautes en ce moment alors qu'Alain Giresse a été touché au visage tout à l'heure. Involontairement. Il se fait soigner sur la touche. Attention, pendant ce temps-là, Niort est à l'attaque. Belle qui sort pas et Tolo qui est obligé de faire une faute sur Passy. Alors Giresse.
Et il repart. Alain Giresse. Alors que c'est à l'œil droit qu'il est touché. Ah ouais, c'est une hécatombe depuis un quart d'heure. Voilà, Charles, on a retrouvé le docteur Jean Duby qui vient de quitter Pascal Gastien. Votre diagnostic, docteur? Le diagnostic était évident parce qu'il y avait une fracture de jambe avec un gros déplacement, c'est-à-dire que les os n'étaient plus à leur place. Je crois que ce qu'il faut faire dans l'immédiat, c'est remettre les os à leur place de façon à réduire la fracture pour que la circulation sanguine puisse se faire correctement. C'est ce que nous avons fait. Et j'ai pu constater que le sang passait comme il faut à nouveau. Il a été immobilisé, il va repartir maintenant à Niort pour se faire traiter dans un deuxième temps. Ça veut dire opération? Ça veut dire traitement qui vraisemblablement effectivement sera orthopédique, soit chirurgical, soit par place, mais enfin il y aura un traitement secondaire. Voilà donc des nouvelles mi-alarmantes, mi-rassurantes, fractures classiques, mais malheureusement très graves pour un joueur de football, pour Gastien. Passy, Diallo. Ne passe pas Ribro et qui revient tacler Maurice. La touche sera marseillaise. On voit plus énormément de bon football, mais on voit beaucoup d'engagement. Et en voilà de l'engagement avec ce tacle de Bourdoncle. Amanala. Et ce tacle de Jean-Pierre Papin, voilà. Servetti avec Pelé. Quaglia, Relmi. Il passe par Pelé. Papin qui tente une ouverture très très longue. Eric Boucher qui avait lui joué 3 saisons à Bordeaux, 3 saisons à Lyon aussi. Et même des joueurs qui ne faisaient pas du tout de faute en première mi-temps comme Hérault, et ben se laissent gagner par le climat. Et on a une succession de fautes puisque depuis le début de la reprise, on en a eu déjà 16 je crois. Et regardez le retour de Pelé. Et Robert Wirtz qui a beaucoup de travail car les fautes succèdent aux fautes. Et c'est reparti là-bas et c'est une nouvelle faute de Nortel avec un nouveau carton jaune. Celui-là est pour Tolo. Sur Regina. Donc un nouveau coup franc que va tirer Alain Giresse. Cherchait quelqu'un en premier poteau, mais de quelqu'un il n'y avait point. Et toujours un seul but d'écart, 1-0 pour l'Olympique de Marseille, qui aurait eu des occasions de se mettre à l'abri peut-être, mais qui pour le moment ne l'est pas. Förster, Genghini. Diallo, dans tous les duels avec les Niortais sont musclés. Michel, pas facile d'être arbitre. Non, très difficile. Je crois que ce qui est embêtant, c'est vraiment pas les tacles durs. Ce qui est embêtant, c'est les petits tiraillements de maillot, l'énervement des joueurs. Et les joueurs qui
qui pourrissent le match. C'est ça qui est vraiment embêtant pour un gardien. Ils mettent une mauvaise mentalité, une mauvaise atmosphère dans un match, et c'est le gros problème des arbitres. Les tacles comme ça risque rien pour l'arbitre, il est content. Si c'est dur, si c'est viril, il n'y a pas de problème. Et Niort qui joue sa chance maintenant. Corner de Maurice, elle est très longue. Bonne tête de Servetti au-dessus, alors que Joseph-Antoine Bell n'avait pas réussi sa sortie. Tony Servetti qui avait marqué un but contre le PSG. Regardez, Bell s'arrête et Tony Servetti donne un très bon coup de tête qui pouvait lober toute la défense marseillaise et qui va au-dessus. Michel Hidalgo, beaucoup de fautes quand même dans ce match. Hein. Bien oui, il y a de l'intensité, il y a des duels, et au moment où il y a des duels, parce que tout le monde veut des points, il y a fatalement des irrégularités, des fautes, l'arbitre doit sanctionner. Et il le fait, monsieur Burch. Je vous donnerai tout à l'heure exactement le nombre de coups de sifflet qu'il a donné. Bonne tête de Papin qui va se retrouver en position de frappe à côté. Une grande partie du public a cru au but. Elle avait frappé l'extérieur du filet. Et elle avait même été, je crois, effleurée par Merel ou bien par Servetti qui revient. On va voir. C'est un des deux puisqu'à corner, mais je suis incapable de dire si c'est Servetti ou Merel. Giresse en tous les cas. Tech. Genghini. Pelé. Oh, Pelé, 1-2 avec Papin, c'est superbe. Et il a failli réussir lui aussi un but exceptionnel avec ses jonglages aériens. Et ça a sauté très haut dans les 18 mètres. Regardez, remise instantanée de Papin. Pelé à la lutte avec Boucher. Eh bien, il fallait aller mettre le pied. Il faut être courageux. Hein. Oui. C'est un petit peu le symbole de cette deuxième mi-temps. D'ailleurs, beaucoup d'engagement, presque trop. Souvent trop, d'ailleurs. Pourquoi presque? Souvent trop. Ben, il y a de l'engagement parce que les Niortais savent quand même qu'ils ont qu'un petit but de retard et ils veulent vraiment faire un bon exploit à Marseille en égalisant. Regina. Giresse. Il y aura la faute. Giresse encore. Bonne interception de Boucher. Bourdoncle qui attend du renfort à droite. Ce sera Squaglia à la lutte avec Pelé. Et Pelé avait anticipé sur cette talonnade. Et il peut relancer. Héros. Diallo, Genghini, Giresse. Diallo, Giresse qui touche toujours beaucoup de ballons et qui en perd quasiment pas. Et voilà Diallo 1 contre 1. Et Giresse à la lutte avec Steck. Oh, et faute de Diallo sur Steck encore derrière. Diallo qui vraiment a du mal à se maîtriser. Là, il y a faute de Steck. On voit Gigi qui joue bien le coup parce qu'il se protège bien de Steck justement pour protéger son ballon. Il y a une obstruction, il n'y a pas faute. Enfin, il n'y a pas une faute intentionnelle, il y a obstruction. Et dans la suite de l'action, vous verrez, on ne le verra pas. Il y avait une belle faute de Diallo. Voilà, c'est cela qui pourrit le match. Alors voilà, tête à tête Diallo-Steck. La balle est contrée. Voilà, une bonne chose pour les joueurs de football. Regardez, protégez-vous du ballon, mettez-vous, voilà, comme ça il a protégé. En fin de compte, qui c'est qui fait la faute? C'est la Giresse ou Steck? Là c'est Diallo en tous les cas. À la Là, fin, c'est Diallo. Elle est nette. Hein. Voilà. Voilà Diallo qui vraiment, alors que le jeu est arrêté, que
Monsieur Wurtz a déjà sifflé depuis 3 ou 4 secondes. Vient faire un geste encore plus qu'inutile. Et que Monsieur Wurtz n'a sans doute pas vu pour le sanctionner à sa juste valeur. Et comme le jeu était arrêté, que Diallo avait déjà un carton jaune, Il méritait l'expulsion. il méritait tout simplement l'expulsion. Voilà. Alors Domergue, Jean Gini. Ah, il y a des beaux gauchers là. Tous les deux ont marqué en équipe de France de cette position-là. Et Domergue ici contre le Portugal. Zenghini non, Domergue oui, dans le mur. Raimi avec Passy. Ah, beaucoup de nervosité. Quelques matchs en cette fin de championnat qui vont se dérouler selon ce scénario, car les équipes qui ne veulent pas descendre, Niort à 29 points, a besoin d'au moins 3 ou 4 points, 4 points avant la fin de la saison. Il reste que 4 matchs derrière celui-là. Et puis Marseille qui veut sa place européenne. Quand on a goûté à l'aventure européenne, on a envie d'en regoûter. Pour ça, il faut être dans les 3 premiers. Et Marseille doit tout gagner quasiment jusqu'à la fin. Marseille ne peut pas se permettre de ne pas être européen. Matra non plus, Bordeaux non plus. Et il n'y a que 2 clubs. Derrière Monaco. Parce qu'on peut penser que Monaco devrait être champion cette année. Et on vivra peut-être le sac en direct lors de Monaco-Nice, un des prochains matchs de championnat de France en direct sur Canal+. On verra aussi Nantes-Bordeaux et la finale de la Cup, je vous ai dit. Sochaux-Lens. Et en Coupe de France, tout à fait, retour de Sochaux-Lens. Et également donc un quart de finale du championnat de France de rugby à Agen Racing dimanche et une demi-finale le dimanche suivant. Et Cash Noah demain. Et Tyson Spinks à la fin du mois. Héros. Giresse, Héros, très bon, une de Héros qui passe à droite, qui va arriver seul, qui tire à côté. Mais quelle belle action Héros Giresse, même si le choix que Héros pouvait faire à la fin pouvait être différent, ouais. Michel, on verra sans doute, mais en tout cas, belle amorce d'action. Hein. Ah oui, c'est vraiment un petit Gigi. Hein. Tout est parti de Alain Giresse, qui a fait une formidable 1-2. Il arrive devant le but et là, il veut mettre un extérieur ou un pointu sous cette agression. Oh là là. Je sais pas qui c'est, le Météorite qui est passé devant. Servetti, alors là, effectivement, et là, on comprend quand même pourquoi il ne marque pas Héros. Et pourquoi il ne peut pas la passer. Car il a vu, regardez ce tacle de Servetti invraisemblable. Il a vu quel danger il courait et évidemment il pense à autre chose que de frapper au but, il pense à se sauver. Oh, c'est fou ce tacle de Servetti. Alors que l'on voit sur la contre-attaque une petite même une grosse agression aussi de Passy. Oh là là. Enfin, on voit un match bien technique. C'est bon pour les puristes. Michel Hidalgo doit se régaler sur le banc de touche. Il est belle. On le voit. Il est effaré lui-même. Mais des deux côtés. Il y a eu 23 fautes commises par les Niortais, 13 par les Marseillais depuis le début de la rencontre. Mais c'est surtout embêtant, c'est que dans ce nombre de fautes déjà élevé, il y a quand même eu un paquet de fautes graves, dures. Diallo avec Servetti, tacle de Servetti. Alors, Monsieur Wurtz, dans les 10 dernières minutes, aura encore un peu de soucis. Et pourtant, il a été toujours très très présent de l'action. Mais pas facile de tenir 22 bonhommes en colère. Et là, même si les 22 ne sont pas en colère, il y en a quand même une dizaine qui ne sont pas très clairs en ce moment.
C'est bien, monsieur Wurtz, c'est normal qu'il siffle chaque fois maintenant pour calmer les esprits. Là, il n'y a pas d'incident de jeu, il n'y a rien, tout s'est bien passé. Steck. Appel de balle de Relmi, un peu court. Manala qui va se retrouver devant Bell. Zénith Manala qui avait fait un récital sur Canal lors du match Saint-Étienne-Nord en début de saison. Qui avait fait un récital 8 jours plus tard à Monaco et qui depuis n'a pas tenu tout à fait ses promesses. Rappelait Patrick Parison tout à l'heure. Tolo. Et Tolo accroché par Resina. Il faut chercher pourquoi il fait plus ça, parce qu'un joueur qui est capable de faire 2 prestations exceptionnelles, il faut savoir pourquoi il n'arrive plus à les faire par la suite. C'est là le problème de l'entraîneur. Ouais. Surtout là le problème. Un coup franc. Dans cette position-là, on aura une petite pensée pour Pascal Gastien, car c'est lui qui aurait frappé là. Il y a Steck, il y a Bourdon, il y a Maurice. C'est loin sur la gauche pour Maurice. Balle qui avait été poussée trop loin par le premier tireur qui était, si je me souviens bien, Steck, je crois. Je crois qu'ils ont complètement loupé cette combinaison. Il était important pour Maurice peut-être éventuellement à la place de frapper au but, de centrer fort devant le but, puisqu'il s'était décalé quand même du but. Et on a perdu le ballon du coup sur cette frappe de Maurice. Patrick Parison, quand on est mené 1-0 à quelques minutes de la fin du match, c'est ce qu'on fait. On sacre les consignes défensives, on essaye d'aller plus vers l'attaque. Oui, bien sûr. Maintenant, je crois qu'on va essayer de jouer notre va-tout de manière à essayer de revenir au score. Bon, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est rassurer un petit peu la femme et la famille de Pascal pour leur dire, bon, certes, il a une fracture du tibia, mais enfin, c'est pas une fracture ouverte. Et je voudrais les rassurer pour leur dire qu'il va rentrer par avion sanitaire ce soir et qu'il ne s'inquiète pas trop. Effectivement, quand on avait vu ces images-là, on était assez impressionnés, mais on sait aussi que dans le football, c'est pas un fait rarissime, une fracture, et que on peut retrouver son niveau de jeu 3 mois plus tard. Pour le début de la saison prochaine, Gastien sera sans doute d'attaque avec les Chamois niortais. Papin qui a fait un bon match ce soir malgré sa blessure. Et un contre de Niort, alors qu'il reste un Niortais étendu à l'entrée de la surface et un Marseillais étendu de l'autre côté, et que Robert Wutz arrête le jeu. Effectivement, Robert Wutz qui vraiment aura eu beaucoup de difficultés. Et Robert Wurtz qui d'un seul coup expulse et Bruno Steck et Bernard Genghini qui eux continuaient à s'expliquer avec un peu trop de vigueur alors que le jeu avait été arrêté. Carton rouge pour Steck, carton rouge pour Genghini qui sont victimes à ma foi du climat de la rencontre. Absolument, tous les deux. Il en avait marre aussi, monsieur Wurtz, et il les a expulsés tous les deux. Regardez, voilà la scène, regardez. Bernard Genghini qui ne lâche pas la balle, voilà, tous les deux vont s'expliquer alors que le jeu est arrêté. Ils font preuve quand même d'une nervosité beaucoup trop importante. Et Robert Wurtz, carton rouge, ça peut vous paraître sévère, mais à la fois il paie un peu pour tout le monde, mais ils font partie aussi de tout le monde et du climat. Bernard Genghini, c'est une exclusion méritée? Écoutez, c'est la première fois que je me fais expulser de ma carrière. Bon, j'avais le ballon, l'arbitre allait siffler un entre-deux. Bon, j'attendais que les soigneurs rentrent. Et puis à ce moment-là, Steck est venu me prendre le ballon, je ne sais pas, comme un fou. Et voilà, il n'y avait pas de raison que je me laisse faire. Et puis M. Wurtz, je pense, a été un peu vite, je ne sais pas. À l'image de la tension qui monte. Depuis la deuxième mi-temps, c'est vrai, il y a pas mal de tension, mais enfin, c'est un peu grave d'en arriver là, surtout que c'est la première fois que ça m'arrive et je pense pas être un joueur méchant. Et, enfin, c'est triste, quoi. Eh oui, et Robert Wurtz, ma foi, pouvait
peut-être difficilement prendre une autre décision, hein, Michel, parce que les joueurs eux-mêmes ont pourri le match. Il y a deux victimes là, mais ils sont victimes du comportement collectif des deux équipes. Je crois que c'est dommage pour Jean Gini et pour Steg, bien qu'ils méritent leur expulsion, c'est dommage pour eux. Jean Gini l'a dit, c'est la première fois qu'il se fait expulser. Il n'a pas mis un coup, il n'a pas eu un coup franc contre lui pratiquement. Il est expulsé, mais je crois qu'il faut comprendre M. Robert Butt. Il en avait ras-le-bol. Voilà ce qu'on peut dire. Tout à fait. Et je pense que les téléspectateurs aussi. Et c'est reparti avec Amanala, alors que Benoît Coët est rentré. Alors c'est sûrement pas à la place de Genghini, puisque bien sûr Genghini n'est pas remplacé, mais à la place de Passy, non, car Passy est là. Bon, on va voir tout à l'heure à la place de qui. Alors que tous les bleus sont à l'attaque et que Bell sort bien. Alors derrière, Domergue est là, Forster est là, Regina est là aussi. À la place de Franck Passy. Non, Passy est là, arrière droit. Non. Hérault n'est plus là. Ah, Hérault n'est plus là. on a trouvé Voilà. notre héros. Oui, mais on a eu du mal parce que c'est pas un match facile pour personne. Hein. C'est pas un match calme. C'est un match agité. En tout cas, l'Olympique de Marseille vient de perdre un joueur pour le match suivant. C'est Genghini. Il sera suspendu automatiquement donc pour la prochaine rencontre. On a retrouvé Bruno Steg. Alors on a eu la version de Genghini, la vôtre maintenant. Il n'y a pas de version à donner, c'est complètement con. Il joue la Coupe d'Europe, passe pour une Coupe d'Europe. Nous, on joue le maintien. Il fait excessivement chaud ce soir, il y a un peu de tension. Je crois que tout le monde a vu, y compris à la télé, on va le revoir, que c'était vraiment pas méchant, que c'était une attaquation toute bénigne. Je voulais prendre le ballon qu'il avait dans les mains. Lui, il voulait gagner du temps. Moi, je voulais jouer un peu plus vite parce qu'il y avait tout franc pour nous près de nos 18 mètres, c'est tout. Maintenant, bon, M. Wurtz, je le connais bien, je suis alsacien comme lui. C'est malheureux, c'est tombé sur deux Alsaciens, Bernard et moi. Mais c'est comme ça, c'est le sport. C'est pas méchant, hein, la vie continue quand même. Hein. Merci, Bruno. Et l'attaque marseillaise continue aussi avec Diallo et avec Papa qui frappe de volée de l'intérieur du pied. Oui, Jean-Pierre avait vraiment le temps de contrôler. Il est difficile, il a été surpris, je crois, par le centre. Elle a été effleurée un peu par Coët. Et puis lui aussi sans doute est gagné par la nervosité ambiante qui se traduit par des fautes. Il y en a de sifflés beaucoup, puis qui se traduit aussi par des erreurs techniques. On voit ce bon centre de Diallo. Et reprise demi-volée, plat du pied. Et bonne arrêt de Merel tout de même. Alors qu'il avait vraiment le temps de contrôler Jean-Pierre. Voilà, il ne faut pas perdre la balle du côté de Marseille car il y a un pressing de Bourdoncle. Il reste 5 minutes. Et seulement un seul but d'avance, mais 10 contre 10, sans dépasser des choses. Il y a eu des cartons jaunes, il y a eu 2 cartons rouges. Il y a eu un but magnifique, il y a eu malheureusement une jambe cassée. Et il y a eu 26 coups francs sifflés contre Niort, 18 contre Marseille. Deuxième mi-temps, Giresse a touché 15 ballons et Pelé 5. Et plus personne ne peut garder la balle car Giresse ne l'a gardé que 18 secondes et Pelé lui ne l'a gardé que 7 secondes. Regina avec Tolo. Oh, duel d'homme fort. Je ne sais pas quelle sera la note technique du match, mais on pourrait mettre une belle note physique hein, sur les... Maurice, c'est magnifique avec Servetti sur la gauche. Si la balle est bien donnée, balle un peu longue. Il a voulu lober Bell qui est avancé. Centre de Servetti et c'est Domergue qui est là. Il cherche Papin. Diallo.
Domergue qui est monté sur la droite. 4 contre 3 sur lui. Et c'est fini le 4 contre 3. Relance de Bourdon, mais la balle était sortie. 4 contre 3, il faut éviter de dribbler, puisqu'il y a toujours un joueur en supériorité numérique. Il faut s'attacher à faire la bonne passe au bon moment. Pas d'ici, c'est facile. Giresse, Fassi. Fassi avec Amalala. Et encore des petites fautes. Et une un peu plus grosse pour finir. Faute de Fassi normalement. Et on joue vite du côté de Niort. Il reste une poignée de secondes pour essayer d'obtenir une égalisation. Centaine de secondes. Papin. Plus les arrêts de jeu. Ah oui, c'est qu'il y en a eu. Pelé. Förster qui monte à ses côtés. Que Giresse va trouver. Non. Boucher était là. Förster qui me racontait Gérard Banid est un joueur qui aime de plus en plus jouer au ballon, ce qui fait qu'il est un peu moins défenseur dans l'âme qu'il était et un peu plus joueur de ballon, ce qui fait pas toujours d'ailleurs le bonheur de l'entraîneur qui a besoin d'un... C'est le problème de Domergue qui a aussi joué libéraux pendant longtemps et repasse arrière, c'est difficile. Le problème de Battiston et Bossis en équipe de France qui jouaient libéraux, on leur demandait à chacun d'être stoppeur et c'est très difficile de redevenir à un boulot défensif. Et Diallo encore qui s'échappe sur la droite et qui manque complètement son centre. La balle est d'ailleurs sortie. Et oui, Diallo qui a une maîtrise technique hors du commun, mais qui n'a pas la maîtrise de ses nerfs égale à ses qualités techniques. Il a pourri le match, Abedi Diallo. Il l'a pourri vraiment, c'est dommage. Mais il faut le dire. C'est le plus ancien des Marseillais de l'effectif. Et je crois qu'il a re-signé pour 2 ans l'Olympique de Marseille. Voilà, vous les bloquez. Bloquez-les. Allez, Jean-Pierre. Ah, Pelé qui était passé, mais enfin Robert Wurf ne pouvait pas être sûr du fait qu'il allait avoir le passage. Il y a quand même une faute de Squaglia. Il a voulu arrêter tout de suite l'action parce qu'il y avait faute. Et malheureusement pour lui, il est passé. La faute y était. Et on revient au coup franc. Il est signé Alain Giresse. Amalala. Oh là là, qui marche sur le ballon, ce qui fait que Diallo le retrouve et il retrouve le pied d'Amalala derrière. Pour une faute que, fait étrange, personne ne discute. Formidable. Heureusement. Ça veut dire que le temps réglementaire était passé aussi. De l'autre côté. C'est ce qu'on disait parce que j'ai regardé Merel parler au mur mais il n'y a personne qui l'écoute. Il est en train de crier. Ah, ça y est. Un qui s'est retourné, mais un peu tard car Papin frappe déjà. Au milieu du but. Gérard Banit qui ce matin encore croyait au forfait de Jean-Pierre Papin. Eh bien, doit être très très content que Papin ait pu être aligné et un Papin en bonne forme. Oui. Papin qui disait tout à l'heure, je voudrais bien jouer avec Eric Cantona. Je suis sûr qu'on serait également complémentaires puisqu'en équipe de France, on a déjà joué ensemble et ça avait pas mal marché. Alors si on était tous les jours ensemble, mais Stéphane Paille dit la même chose, Francescoli dirait la même chose s'il avait envie d'être là. Alain Giresse qui est venu près de Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin voulait faire une passe en profondeur. Il lui a dit de lui laisser le ballon. Et je crois qu'il n'était pas du tout content, Gigi. Il a poussé une de ses dernières crises. Ses derniers coups de gueule. Voilà, je ne vais pas le dire hein, parce que... De merde. Et voilà Gigi.
côté de Marseille pour finir les arrêts de jeu. Et Pelé qui était au départ de cette action qu'on retrouve à l'arrivée. Au milieu de deux bleus, de 3 avec une superbe balle pour Giresse. Et maintenant les pour Papin, volée du gauche. C'est le buteur. Oui, il ne faut pas être traumatisé par le classement des buteurs aussi, Jean-Pierre. Il avait la possibilité de la mettre derrière à Giresse qui était tout seul. On va le voir. Et il me disait tout à l'heure, à 4 matchs de la fin, on ne peut pas s'empêcher d'y penser au classement des buteurs. Donc il faudrait qu'il le gagne une fois pour les prochaines ne plus y penser. D'arrêt de jeu et il n'y en aura plus. C'est fini, victoire donc de Marseille 1-0 avec un but merveilleux, une première mi-temps de bonne qualité et une deuxième mi-temps très agitée dont on retiendra la malheureuse blessure de Gastien, les exclusions de Genghili et de Steck et beaucoup de coups francs. Pelé est avec Pierre. Abedi Pelé, c'était votre premier match contre Niort, votre ancienne équipe. Comment avez-vous trouvé ce match? Oui, c'est vrai que c'est mon premier match contre Niort. Alors j'étais motivation. J'ai fait un bon entraînement pour jouer contre Niort. Alors pour faire un très bon match. Alors j'étais très content qu'on a gagné le match. Parce que la première fois, le match allait, ils ont joué bien, ils ont gagné 1-0. Maintenant, nous aussi, on a fait un très bon entraînement pour gagner le match. Avec un match quand même très physique, ça vous n'aimez pas tellement ça, si? Non. On a fait la préparation pour cette match parce qu'on a envie de gagner le match. C'est ça. Avec un Abedi Pelé très défensif, vous avez joué beaucoup en défense aujourd'hui. Oui, je joue beaucoup de défense parce que le premier mi-temps, l'entraîneur me dit que je joue devant. Deuxième mi-temps, je ne suis pas très content parce qu'il me dit que je joue un petit peu derrière, je ne suis pas très content. Vous préférez jouer devant? Oui, je préfère jouer devant. Merci Abedi. Oui, mais il est bon derrière. Hein. Mais il peut être bon devant aussi. Ouais, il est bon des deux côtés. On va, en attendant que Pierre arrive dans les vestiaires, on va regarder des images de la caméra isolée, on va avoir des ralentis, on va revoir ce but, mais bon, maintenant je pense que vous l'avez tous bien en tête. Il est magnifique. Il est magnifique, il est vraiment magnifique. Ça aurait été la plus belle chose de la soirée. Mais qu'elle était belle. Caméra isolée sur Robert Wurtz. Robert Wurtz, c'est vraiment un spectacle à lui tout seul. Et Robert Wurtz, qu'on voit d'abord tenter de placer son mur. Son mur, oui, car c'est presque son mur. Il nous parle de son arbitrage d'ailleurs. Comme pour tous les arbitres, c'est évidemment une joie d'arbitrer, mais en ce qui me concerne, peut-être que je l'extériorise en plus sur le terrain. Alors il y en a qui ça plaît, il y en a qui ça ne plaît pas, mais je ne crois plus qu'on me changera jusqu'à la fin. Et puis, ma foi, lorsqu'on dit de temps à autre, aujourd'hui ça a été mauvais, on peut au moins pas dire que j'étais paresseux sur le terrain. Ça me plaît d'être comme ça. Je crois que je tiens ça un peu de ma mère, qui était une artiste de théâtre, et puis ma foi, il y en a un peu pour moi. Alors oui, ça me plaît comme ça. Je sais bien que certains diront, oh, parfois c'est ridicule, mais enfin, si de temps à autre il y a un sourire dans le public, ça vaut peut-être mieux que de la violence, surtout de notre temps. Et Robert Wurtz qui a pourtant eu bien du mal à éviter de la violence ce soir, car il y en a eu pas mal sur le terrain. Nous voilà dans les vestiaires de Niort, où on est effectivement assez abattu après cette défaite. Tolo est là, Bruno Steck a déjà lui remis sa culotte de survêt. Bourdon, Mirel, Servetti, je ne sais pas si Pierre est dans ce vestiaire-là. Non, il est avec Jean-Pierre Papin. Voilà, avec Jean-Pierre Papin, car la question Minitel est pour lui. C'est monsieur Scala de Montpellier qui donc gagne le voyage Jet Tour. Alors Jean-Pierre Papin, c'est une question un petit peu délicate, surtout ce soir après ce but. La réussite du duo d'attaque Paille-Cantona, dont on parle c'est vrai beaucoup actuellement, notamment avec les espoirs, est-elle une frustration ou une motivation pour vous supplémentaire? Déjà c'est pas une frustration parce que bon, c'est deux grands attaquants. Bon, maintenant il ne me reste plus que pour moi qu'à faire plus qu'ils n'en font. Et puis je pense que pour moi c'est une grande motivation de savoir qu'il y a des jeunes derrière qui arrivent, des jeunes façons de parler. Mais disons que ce soit Eric ou que ce soit Stéphane, ce sont deux grands attaquants de demain. Et je ferai le maximum pour essayer de faire mieux qu'eux. Voilà, alors je pense qu'on va revoir ce but. Jean-Pierre, c'est la première fois que tu le vois? Oui, c'est la première fois. Cette reprise de volée. Alors, à quel moment
décidez-vous de frapper cette balle en reprise de volée? À quel moment on se dit ça? Mais quand je la vois arriver, je sais qu'elle passe devant le défenseur. Bon, ben, je l'attends. Bon, ben, ça a été au fond. C'est un très beau but et moi je suis content de le voir comme ça parce que je pense que ça va rester dans mes annales. Ça, c'est comme vous êtes un fanatique de cassettes, ça c'est le genre de... Vous gardez les matchs que vous jouez? Je regarde pas les matchs, mais je garde tous les buts. Tous les buts. Ouais. Et donc vous avez à peu près tous les buts que vous avez marqués depuis le début de votre carrière en France, à Bruges aussi? En professionnel, depuis que je suis professionnel, c'est-à-dire depuis mon premier contrat à Bruges. Merci Jean-Pierre. Et cette saison, il lui faudra une belle cassette car il y a déjà 18 buts marqués par Jean-Pierre Papin en championnat. On peut lancer les statistiques tout en faisant notre petit tour dans les vestiaires de Marseille et pendant que Pierre s'approche de quelqu'un d'autre. Voilà, nos statistiques sont de prêtes. Karl-Heinz Allons, Foster. le voilà avec Forster. Voilà, Karl-Heinz Foster. Il y a déjà 81 sélections en équipe d'Allemagne. On va parler un petit peu de l'Allemagne parce que vous avez dit non il y a déjà un certain temps pour le retour en cette équipe d'Allemagne. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est bientôt le championnat d'Europe. Est-ce que vous dites complètement non toujours? Beckenbauer, il m'a encore demandé pour échouer. Il me dit si tu veux rentrer le 5 juin, tu peux, après tu vas jouer. Maintenant, d'accord, je réfléchis un peu, c'est normal. Mais le plus important pour moi, c'est l'OM maintenant. Si on arrive sur la 3e place, si on est européen, peut-être je vais rejouer, mais maintenant je ne suis pas sûr. Ce serait une bonne continuation après être européen, de retourner, de faire un grand retour en équipe d'Allemagne? Bien sûr, mais d'abord je pense à l'OM et après je pense pour l'équipe nationale. D'accord, donc le championnat d'Europe, si l'OM est européen, on peut compter sur vous avec la RFA? Peut-être, je ne suis pas sûr, mais c'est difficile. Je n'ai pas joué 200. Si je rentrais maintenant, peut-être il y a des problèmes, mais on verra. Merci Karl-Heinz. Voilà, grande nouvelle donc dans les vestiaires de l'OM ce soir. Karl-Heinz Forster qui nous annonce son retour en équipe de RFA à la demande de Franz Beckenbauer. C'est une nouvelle importante en tous les cas pour les Allemands qui ne la connaissaient pas. Les statistiques, est-ce que on va en voir puisqu'on n'en a pas vu à la mi-temps? On a peut-être une chance de les revoir pour voir un petit peu comment s'est fait cette domination marseillaise. Alors avec des attaques sur le flanc droit où Diallo est souvent passé. Diallo, Giresse au milieu et un sur la gauche, il n'y a personne, c'est vrai. Et du côté de Niort, en deuxième mi-temps, vous voyez 2 seules attaques. Niort qui ne réussissait pas à reprendre possession du ballon. Voilà maintenant les tirs du côté de Marseille. 4 dans le cadre, 5 en dehors. Et vous voyez que Papin a bien pris sa chance. C'est lui l'homme en pointe aussi, il faut bien le dire. Mais enfin, il a quand même frappé 5 fois au but. Réussite 1 sur 5, 20%. C'est un bon pourcentage pour. C'est parce que c'est pas comme au basket. 4 tirs du côté de Niort. Il y avait peu de chance de marquer. La maîtrise du ballon en deuxième mi-temps, elle avait déjà été énorme en première mi-temps. En deuxième mi-temps, elle a été aussi importante. 10 minutes 30 contre 7 minutes 44. Je peux y ajouter, oh hélas, le nombre de fautes. Les cartons rouges, vous voyez, il y a Genghini, les jaunes, il y a Regina et Diallo. Et il y avait 20 fautes en tout pour l'Olympique de Marseille. Et du côté de Niort, c'est sûrement pas mieux. 27 fautes en tout. Un rouge Maurice, un jaune Ribro. Et je vous annonce, qu'est-ce que je vous annonce en plus? La note du match, elle est de 12 sur 20. Et le nombre de ballons touchés par Giresse en deuxième mi-temps, il est de 19. 17e minute, le seul but de la rencontre, et quel but avec Chouki. Et on retrouve Pierre Sled avec Franck Passy. Franck Passy, vous me disiez à l'instant que ce n'est pas vraiment le genre de match que vous aimiez. On n'a pas pu se mettre à l'abri de suite. Ce qui fait qu'après, bon, on ne savait pas trop s'il fallait attaquer, s'il fallait défendre. On a joué souvent de longs ballons devant, ce qui fait qu'on a perdu le ballon. Après, pour récupérer, c'était beaucoup plus difficile. Ils avaient beaucoup d'espace. Et avec des attaquants vite comme Tolo, Relmi, Amanala, ça nous a été difficile un peu derrière. Alors je sais qu'actuellement votre problème c'est surtout un problème physique parce que vous n'avez pas joué pendant un certain temps. Aujourd'hui vous l'avez ressenti en baisse ou en hausse ce problème? Une amélioration? Non, il y a quand même une amélioration. Mais enfin je crois que j'ai perdu beaucoup de ballons
enfin, certains ballons par manque de lucidité. Je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, ça viendra et je vais bien repartir. Voilà, je vous rappelle donc que le voyage Jet Tour a été gagné par monsieur Scala de Montpellier. On va en profiter en attendant que Pierre aille d'investir à l'autre et que nos caméras aussi aillent d'investir à l'autre. On va en profiter pour découvrir ce que vont découvrir les vainqueurs du voyage Jet Tour, qui est en Sicile, je crois, le voyage de cette semaine. À Sicile. Sur une plaie, Didier, il y a eu quand même beaucoup de coups, sur vous notamment dans ce match. Oui, on a pris beaucoup de coups, on a pris beaucoup de cartons. Eux en ont pas pris beaucoup. C'est le match noir, là, vraiment bien, avec une défaite 1-0. Je sais que les footballeurs n'aiment pas ça. Et puis la fracture de Gastien, enfin tout y était ce soir, c'est vraiment le jour sans. C'est jour sans, je veux dire, l'arbitre y avait aidé. Hein. Nous on s'est battus, bon c'est sûr qu'on perd 1-0, il marque un beau but, mais bon on perd Pascal, c'est le plus important. Bruno s'est expulsé en plus, donc c'est vraiment noir aussi. Alors on a vu des attaquants niortais qui ont essayé de pousser, de créer des choses, mais finalement si on fait l'addition, il n'y a pas beaucoup d'occasions nettes. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? On aimerait bien le savoir nous aussi. Hein. Bon, la semaine passée on s'est créé beaucoup d'occasions. Bon là on est venu à l'extérieur, on prend un but, un beau but. Bon bah après on essaye de pousser, mais c'était pas ça. C'est vrai qu'on n'a pas eu d'occasion. Bon. Ils ont su être malins, ils ont fait des choses à 40 mètres et puis ça nous empêchait de s'approcher des buts. On garde quand même le moral pour la suite avec des points à prendre, mais bon, c'est faisable. Ah oui, bien sûr. Ce qui est le plus navrant, c'est Pascal, quoi. Merci. Effectivement. Pour le moment, donc, avec Niort garde ses 29 points et sa 15e place. Et Marseille, ce soir, passe à 39 points. Et est 3e avant que le Matra et Montpellier et Mario Relmi qui est en train de se rhabiller. Mario, c'est un match où un avançant s'amuse? Disons c'est un match assez difficile, surtout il faut dire qu'on joue à l'extérieur. Bon, Marseille, il fallait quand même qu'ils prennent des prix en vue de faire une coupe de la saison prochaine. Je pense que bon, nous on a essayé de lutter pour essayer de ramener un point, mais seulement ça a été très très difficile. Alors cette année vous en êtes à 4 buts en tant qu'avant-centre, en tant qu'attaquant de cette équipe de Niort. Bon, d'habitude vous aviez quand même l'habitude de marquer beaucoup plus que ça, du moins on l'avait vu. Est-ce que vous considérez que c'est un échec cette année pour l'instant? Disons c'est pas un échec, il faut dire que bon les Chamois niortais viennent de monter en première division et puis il faut dire qu'on joue quand même le maintien. Je pense que la tactique de l'équipe fait que tout le monde marque des buts. Parce que si vous regardez un petit peu les buteurs, vous verrez que des garçons comme Pierre Maurice, Didier Tolo, Pascal Marini, Amanala et moi, on a marqué quand même une moyenne de 4 buts. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vrai buteur, parce que bon, tout le monde attaque, tout le monde défend. Par moment, je me retrouve à défendre, et comme par moment, les milieux de terrain, eux aussi, ils attaquent, donc ils marquent des buts, et puis c'est ça, quoi. Voilà, et puis on est sûr que Mario Relmi marquera d'autres buts, parce qu'il va rester à Niort, puisqu'il lui reste 2 ans de contrat, et il marquera encore beaucoup de buts avec les Chamois niortais. Du moins, on lui souhaite, Mario.